lorsque nous avons fait le livre, l'un de vos grands sujets de réflexion, c'était le fait qu'on avait peut-être fait fausse route en attaquant les cellules cancéreuses au bazooka, en cherchant à les détruire, alors que vous étiez quand même fasciné par leur côté adaptatif extraordinaire. Et vous me disiez, il faut qu'on tienne compte de cette intelligence des cellules cancéreuses. Bien sûr. Et le titre de votre livre, Fascination du chercheur, oui, c'était tout à fait ça, la fascination que peut exercer le cancer. C'est terrifiant, c'est fascinant. Fascinant parce que comment est-ce qu'on peut expliquer que cette maladie, cet ennemi, nous, globalement, même si on fait des progrès, et on a fait des progrès, hein, il faut toujours rester positif, mais enfin nous tient en échec depuis le début du XXe siècle. On est, malgré toutes les milliers de personnes qui ont travaillé, qui travaillent dessus, les milliards d'euros, francs ou dollars qui ont été dépensés, globalement, les progrès, quand une maladie est avancée, on gagne quelques mois de survie. Bien sûr, il y a eu des guérisons avec notamment les maladies hématologiques comme les leucémies, mais on est toujours en échec. Donc si on est toujours en échec, moi j'ai une réponse très simple. Il ne faut pas prendre le cancer pour un idiot. Hein, il y a une intelligence du cancer. Et je ne le personnifie pas, hein, mais je trouve que quand... j'aime bien votre question parce que quand j'en parle à des amis scientifiques, ils me disent, bon, enfin, intelligence, il faut des capacités cognitives. Bon. Et donc, il faut des neurones. Je trouve que c'est vraiment une vision anthropocentrique. Il n'y a pas que l'être humain ou les animaux qui sont intelligents. Les bactéries sont intelligentes, les bactéries s'adaptent. Ce qui ne tue pas le cancer le rend plus fort, le rend plus résistant. Le cancer s'adapte. Le cancer s'adapte à son environnement. À nous, il s'adapte à notre organisme, mais il s'adapte aussi à nos traitements, ou à un environnement qui est toxique ou qui est dangereux. Si on prend la définition darwinienne de l'intelligence, c'est l'adaptation à l'environnement, c'est l'adaptation à un nouvel environnement. Donc, tout bêtement, ben, voilà, le cancer, il y a une intelligence du cancer, et donc, à mon sens, enfin je ne suis pas le seul à le dire, hein, et il y a une intelligence des cellules normales, mais aussi des cellules cancéreuses, qui ont une façon de collaborer, de s'entraider. Il y a différents moyens de communication. Elles peuvent envoyer ce qu'on appelle des pseudopodes quand elles sont proches. À plus à distance, ça il y a des moyens qu'on connaît depuis des années, c'est toutes les cytokines qu'elles peuvent s'envoyer, interleukines et autres, par des petites vésicules. Elles s'envoient des petites vésicules qui sont pleines de messages. Ça c'est un peu comme du courrier. C'est aussi bête que ça, mais elles s'envoient des petits exosomes. Il y a des chercheurs qui ont montré aussi des phénomènes lumineux, des flashs lumineux entre les cellules, des bruits. Vous savez, notre corps, moi je dis, c'est un hub. C'est Charles de Gaulle. C'est impressionnant. Tout ce qui s'y passe. Tout ce qui s'y passe en termes de communication. Faut pas. Même si on est silencieux, notre corps est plein de. Enfin, nos cellules sont pleines comment dirais-je, de mouvements, de communication. C'est un véritable hub. Et ça, il faut le prendre en compte et on n'en est qu'au début. On parle beaucoup des cellules cancéreuses qui parlent aux cellules saines. On parle moins des cellules saines qui parlent aux cellules cancéreuses. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des cellules saines qui sont des véritables traîtres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elles aident les cellules cancéreuses. Elles les protègent, elles pactisent, j'allais dire, excusez-moi le terme, elles pactisent avec l'ennemi. Tout en restant saines ? Tout en restant tout à fait normal. Mais elles ont des mécanismes d'échange qui sont tout à fait étonnants. Une personne a un cancer qui est localisé. Les meilleurs traitements, c'est toujours la chirurgie et la radiothérapie. Absolument, oui. C'est pas la chimiothérapie, c'est pas l'immunothérapie. Enfin, la plupart du temps. Je retire les maladies hématologiques, je retire les leucémies. Mais sinon, on est toujours bien content d'avoir la chirurgie et la radiothérapie qui ont fait des progrès
fabuleux, mais dès que le cancer a dépassé le stade local, là, qu'il s'est infiltré, là on est globalement, à part quelques cancers du sujet jeune, on est quand même dépassé. Il y a une adaptation cellulaire. Pour revenir à votre recherche, vous voulez mieux comprendre les communications entre les cellules, mais ça va passer par quoi? C'est d'essayer d'avoir d'autres angles d'approche. Ça peut être, c'est en cours, il y a plein d'équipes qui travaillent sur des approches comme ça, mais qui seront beaucoup plus à long terme. Il faut les deux. Je pense que par exemple les thérapies ciblées, agir sur les oncogènes, là on a des cibles qui sont évidentes, il faut en profiter, parce que c'est à court terme. C'est à court, oui, voilà, court ou moyen terme. Puis après, je pense qu'il y a des visions à plus long terme. Comment est-ce qu'on peut envisager les 10, 15 prochaines années? On continuera toujours à faire des progrès et on apprendra toujours plus, mais il y aura toujours une part de mystère.